Bonjour à toutes et à tous, c'est Mouche Gueye. Je reviens aujourd'hui ici à Gorée, maison des esclaves plus précisément, qui est à côté de moi, pour tout simplement vous montrer l'importance de l'histoire du Sénégal sur le plan mondial, mais aussi ce patrimoine matériel qui est dans l'UNESCO, pour vous faire part de la nouvelle phase dans les relations Est-Ouest qui est la guerre froide. Donc on avait entamé dans un premier temps la guerre froide en tant que telle de 1947-1953. Aujourd'hui maintenant on va aborder à partir de 1953. Période de rapprochement. Parce qu'on avait dit que les deux grands, quand ils veulent, il y a rapprochement. Pourquoi? Parce que empêcher de se battre et contrainte de vivre ensemble. Maintenant, parmi les facteurs du rapprochement, ce qui a causé normalement le rapprochement entre bloc de l'Est et bloc de l'Ouest, il y a d'abord changement de leader. Changement de leader côté soviétique, caractérisé par la mort de Staline, qui a été remplacé tout simplement par, comment dirais-je encore, Nikita Khrouchtchev. Et côté des États-Unis d'Amérique aussi, il y aura l'arrivée de Dwight Eisenhower. Maintenant, ces deux, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils étaient plus ouverts au dialogue que ses prédécesseurs. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il va faire? Changement de leader coïncide avec changement de politique. Selon Nikita Khrouchtchev, je dois faire une coopération avec les États-Unis d'Amérique pour permettre à l'URSS de se rattraper d'abord la Grande-Bretagne dans 7 ans et les États-Unis d'Amérique dans 15 ans. Sur ce, il va entamer de nouvelles négociations. Maintenant, deuxième point concernant le rapprochement aussi facteur, c'est l'équilibre de la terreur, encore appelé parité nucléaire. Pourquoi parité nucléaire? C'est l'équilibre de la terreur. Donc il y a équilibration des forces, cela nécessite formellement ce qu'on appelle donc des négociations, des cohabitations pour gérer l'armement. Et dans ce contexte aussi, pour expliquer le schéma de parité nucléaire, retenez très bien que dès 1945, seuls les États-Unis d'Amérique avaient l'arme atomique, dont l'utilisation à la fin a permis de la Grande Alliance d'avoir la victoire finale. Donc, à partir maintenant de 1949, l'URSS va disposer de bombes atomiques. 1952, les États-Unis d'Amérique vont disposer de bombes à hydrogène. Et maintenant, à partir de 1953, l'URSS aussi va obtenir bombes à hydrogène. Donc, équilibration des forces. Maintenant, il y a aussi un autre point très important concernant aussi l'effritement du monde bipolaire. Parce que dans chaque bloc, il y a ce qu'on appelle des tensions et des troubles. Et c'est ce qu'on appelle aussi fissuration des blocs. Côté soviétique, retenez très bien que Mao va rompre ses relations avec Nikita Khrouchtchev. Pourquoi? Parce qu'il n'adopte pas les nouvelles réalités concernant donc la déstalinisation, concernant la coexistence pacifique. Rupture sino-soviétique, donc on ne parle pas le même langage au sein des blocs de l'Est. De l'autre côté aussi, comment dirais-je encore, le général de Gaulle va critiquer gravement la politique américaine, notamment la domination militaire au niveau de l'Europe, mais aussi l'intervention américaine au niveau du Vietnam, sans pour au préalable parler avec les Français ainsi que l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, retenez très bien que durant même cette même période, il y a la naissance d'un groupe de pays non alignés issus de la décolonisation, parce que nous sommes dans les périodes 50, ou bien dans les années 50. Et la conférence de Bandung de 1955, Soé Carnot avait dit bel et bien aux peuples africains qui étaient présents de défendre leur indépendance. Donc, raison pour laquelle on a parlé de tirer du nom entre les Asiatiques et les Africains, parce qu'on a un but commun qui est l'indépendance. Donc, la naissance de ce qu'on appelle le tiers-monde, troisième partie à travers, parce qu'il y a la bipolarisation d'abord, donc l'émergence, naissance et émergence donc, du tiers-monde va faciliter le rapprochement entre les deux grands. Quatrième point maintenant, c'est quoi? Intérêt économique favorable aux deux blocs, parce que nous sommes les puissances économiques, nous sommes aussi les puissances sur le plan financier, ainsi de suite. Maintenant, durant le rapprochement, il y a une première étape qu'on appelle la coexistence pacifique, menée par Nikita Khrouchtchev dès son arrivée. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vais pas faire une politique idéologique, mais je vais faire une coopération économique. Et c'est dans ce contexte qu'il va lancer la coexistence pacifique. Dissoudre le Comintern entame la déstalinisation. Pourquoi? Parce que cet homme voulait tout simplement changer l'image internationale, montrer que nous sommes là pour une coopération économique. Et c'est dans cette lancée maintenant que Dwight Eisenhower va ouvrir tous les points nécessaires concernant le dialogue.
et il y aura la signature de plusieurs accords. Il y a les accords de Panmunjom qui mettent fin à la guerre de Corée. Il y a les accords de Genève qui mettent fin à la guerre d'Indochine. Il y a aussi ce qu'on appelle les accords de Vienne qui redonnent à l'Autriche son indépendance. Et c'est dans cette lancée aussi, sur le plan politique, l'URSS va adhérer au sein de l'UNESCO. Donc, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont mis en place dans un premier temps l'organisation, mais l'UNESCO va adhérer à partir de 1954. Et à partir aussi de 1955, retenez très bien que, comment dirais-je encore, l'URSS va reconnaître la RFA comme État, parce que retenez très bien que depuis la première crise de Berlin, il y a la naissance de la RDA et de la RFA à partir de 1949. Maintenant, l'URSS va attendre jusqu'à 1900 des années 50 pour reconnaître l'État donc, comment dire, la République fédérale allemande. Et c'est dans ce contexte aussi qu'on va assister à une crise en Hongrie, crise hongroise, tragédie de Budapest, parce que le peuple hongrois était tout simplement en train de manifester, de contester la tutelle soviétique. Nous sommes à Budapest. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des massacres parce que l'armée soviétique va intervenir, parce que dans l'État socialiste, dans l'État communiste, personne n'a le droit de faire ce qu'on appelle donc liberté d'expression, liberté de publication ou bien des critiques. Et c'est dans ce contexte maintenant les États-Unis d'Amérique n'ont pas réagi au massacre. Pourquoi? Parce qu'il y a le respect des zones d'influence respectives. Et aussi, c'est dans ce contexte aussi qu'il y aura l'éclatement de la crise de Suez. Nous sommes à partir de 1956. Dès son retour de Suez, qu'est-ce qu'il va faire? Dès son retour de Bandung, autant pour le moment, Gamal Abdel Nasser décide de nationaliser la campagne du canal de Suez et dans l'affaire quoi? La nationalisation. Aussi la crise de Suez. Parce que Gamal Abdel Nasser a décidé de nationaliser la campagne du canal de Suez. Là, c'est l'idée de la décolonisation, comme on l'avait promis, comme on l'avait dit au niveau de Bandung. Maintenant, après cela, il va fermer le canal aux bateaux israéliens. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte de la guerre israélo-arabe. Tous les pays arabes participent à la guerre pour soutenir l'État palestinien. Maintenant, face à cette situation, il y a l'expédition franco-britannique qui sont en place pour remettre l'autorité du canal à profit donc de la Grande-Bretagne et de la France. Et maintenant aussi, puisqu'il y a la fermeture pour empêcher les bateaux israéliens au ravitaillement, maintenant aussi l'Israël va envahir l'Égypte. Donc il y a 3 présences militaires et l'essentiel, qu'est-ce qui va se passer? Les États-Unis d'Amérique vont tout simplement parler de quoi? Convergence avec l'URSS et l'ONU, parce que Gamal Abdel Nasser fait appel aux 2 grands et l'ONU. Maintenant, on va tout simplement demander l'évacuation immédiate de la canal du Suez. Donc, raison pour laquelle maintenant, à la fin de cette crise aussi, ce sont des crises, mais des crises positives, parce que ce sont ces crises qui ont montré qu'il y a bel et bien la coexistence. Il y a bel et bien le rapprochement entre les 2 grands. Maintenant, durant cette période de la coexistence pacifique, pourquoi on parle de limite? Parce qu'il y a un affrontement à partir de 1961 à Berlin et à partir de 1962 au niveau de Cuba. En 1961, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée américaine et l'armée soviétique se sont retrouvées face à face sur la frontière, mais l'escalade est évitée. Pourquoi? Donc c'est la guerre. Parce que l'ONU va intervenir. Et qu'est-ce qui a causé maintenant cette crise? C'est que Berlin Est-Ouest était plus développé que Berlin Est. C'est la raison pour laquelle la population de la RDA vont tout simplement se migrer vers la RFA beaucoup plus développée. Et maintenant, pour arrêter ce qu'on appelle l'hémorragie, pour arrêter perte de population, on va ériger le mur de Berlin comme la seule solution finale. Nous sommes en août 14 août 1961. Donc les autorités soviétiques et est-allemandes vont créer ce qu'on appelle le mur de Berlin pour empêcher l'hémorragie démographique, pour empêcher ce qu'on appelle donc le déplacement de la population. Et maintenant, retenez très bien que cette guerre a été empêchée par l'ONU. L'ONU est intervenue. Maintenant, à Cuba, en 1962, la situation est encore beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que l'armée américaine a encerclé Cuba. C'est ce qu'on appelle donc blocus de Cuba. Blocus de Cuba. Donc, pourquoi? Parce que John Fitzgerald Kennedy a réagi face à ce qu'on appelle plusieurs menaces menées par Fidel Castro. Fidel Castro a renversé le pouvoir de Batista qui était pro-capitaliste en 1959. Dès son arrivée, il a nationalisé les entreprises étrangères, notamment américaines, fait ce qu'on appelle donc des signatures commerciaux avec l'URSS. Donc, puisque Cuba éloigne des États-Unis d'Amérique, Cuba va tout simplement se rapprocher de l'URSS. Et maintenant, c'est dans ce contexte qu'il y aura la réaction américaine, embargo économique, parce que Cuba était partenaire des États-Unis d'Amérique. Et l'économie aussi de Cuba, il y avait bel et bien la participation américaine
Donc s'il y a embargo économique, peut-être il y aura asphyxie ou bien tout simplement des difficultés économiques. Ensuite, rupture diplomatique. Pourquoi rupture diplomatique? Parce que les États-Unis d'Amérique, c'était eux qui géraient les grandes instances, que ce soit sur le plan international et national. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant, rupture diplomatique aussi, il y aura affaiblissement concernant donc la politique de Cuba. Maintenant, il y a aussi des contre-révolutions, parce qu'il y avait des révolutions, contre-révolutions aussi qui vont tomber sur des massacres. Et c'est ça qu'on appelle échec, parce qu'il y a des massacres aux exilés des Cubains au niveau donc de baie de Cochon. Nous sommes en avril 1961. Continuité, il y aura aussi, puisque il y a des menaces des États-Unis d'Amérique au niveau de Fidel Castro. Fidel Castro maintenant va signifier en juillet 1961 son appartenance au bloc communiste. D'où maintenant, il y aura l'idée que la Grande-Bretagne, autant pour moi, les soviétiques, vont implanter ce qu'on appelle donc des rampes pour missiles nucléaires. Et c'est dans ce contexte maintenant que John Fitzgerald Kennedy va donner l'ordre de photographier l'île de Cuba. Et on a retrouvé ce qu'on appelle des rampes pour missiles nucléaires. Maintenant, le 22, qu'est-ce qu'il va faire? Le 22 octobre 1962, il ordonne le blocus ou bien l'encerclement de Berlin pour empêcher l'arrivée donc des 24 cargos qui quittent l'URSS direction Cuba. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le 24 octobre, avant même le 24 octobre, nous sommes dans le 22, qu'est-ce que John Fitzgerald Kennedy a fait de nouveau? Il a fait ce qu'on appelle discours télévisé pour alerter tout le monde. Et il est prêt à quoi? À Nikita Khrouchtchev de choisir entre l'escalade ou la négociation. Donc soit la guerre, soit la négociation. Et l'idée c'était cela. Donc raison pour laquelle maintenant c'est l'ONU qui s'est intervenu pour empêcher les deux grands parce qu'il devait y avoir une guerre mondiale mais une guerre nucléaire. Grâce à ce qu'on appelle l'avancée de la science, l'avancée de la technologie, on ne parle plus de bombes atomiques mais cette fois-ci on parle de fusées nucléaires. Donc sorti affaibli par cette crise parce qu'il a demandé les 24 cargos de faire demi-tour le 24 octobre. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 1964? Léonid Brezhnev va remplacer Nikita Khrouchtchev, sorti affaibli par cette crise. Voilà, donc c'est dans cette période maintenant, ou bien c'est dans ce contexte qu'on va entamer une nouvelle période dans les relations Est-Ouest, dite la détente ou bien période de désel. Pourquoi la détente? Parce qu'on vient de sortir une situation où il devait y avoir une troisième guerre mondiale. Et cette guerre devait être une guerre nucléaire. Qu'est-ce qui va se passer? On va entamer une période de détente. Et maintenant, dans la détente, plusieurs accords qui ont été signés, c'était pour gérer l'armement et limiter, voire même détruire les armes. C'était ça l'idée. Et c'est la raison pour laquelle, dès 1963, il y a l'installation du téléphone rouge reliant le Kremlin et la Maison-Blanche pour permettre aux deux présidents de s'entretenir mutuellement. Donc là, c'est l'idée, dans un premier temps. Il y a aussi, à partir de 1963, le traité de Moscou qui interdit ce qu'on appelle les essais nucléaires non souterrains. À partir de 1968 aussi, il y a TNP, traité de non-prolifération nucléaire. Donc, tout cela, c'est dans le but tout simplement d'arrêter, limiter la production donc, de l'armement. En 1973 aussi, retenez très bien qu'il y a traité sur la prévention d'une guerre nucléaire signé entre Richard Nixon et Léonid Brezhnev. Maintenant, en 1972, autant pour moi, il y a le rapprochement de la RFA et de la RDA. Pourquoi? Il y a l'os politique. L'os politique maintenant, c'est la politique vers de l'Est, menée par Willy Brandt. Pourquoi? Parce que cet homme, sans se lier de la RFA, a dit tout simplement que je ne vais pas faire une politique qui concerne la RFA, mais plutôt la RDA, Cuba, donc, et la Chine. Donc il tend la main et c'est la raison pour laquelle en 1973, grâce à cette politique, grâce à cette reconnaissance, il y aura tout simplement prix Nobel de la paix à travers l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes à partir de 1973. Voilà, maintenant à partir aussi de 1975, retenez très bien qu'il y a les accords d'Helsinki, oui, comme vous le savez, parce que c'est une coopération économique et financière entre les deux blocs, mais aussi retenez très bien qu'à partir de 1972 aussi, il y avait SALT 1, Stratégie Arm Limitation Talk. En 1968 aussi, retenez très bien qu'il y avait Printemps de Prague, et Printemps de Prague, c'est différent de coup de Prague qui était à partir de 1948. Printemps de Prague, ce n'est rien d'autre que les soviétiques étaient en train de massacrer la population de Prague. Nous sommes au niveau de la capitale. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas réagi au massacre, et c'est ça qu'on parle de quoi? Le respect des zones d'influence respectives. Voilà. Maintenant, Cuba aussi, il y aura appartenance. À partir de ce moment aussi, il y a les limites de la détente. On vient de sortir de Cuba, il y a des signatures d'accords pour gérer l'armement,
tous, ce sont des accords militaires, sauf le politique et ce qu'on appelle la coopération économique de 1975. Nous sommes à Helsinki, au niveau de Finlande. Il y a des limites. Les limites, c'est quoi? Ce sont tout simplement le fait que les États-Unis d'Amérique vont intervenir dans la deuxième guerre du Vietnam à partir de 1965 pour soutenir le Vietnam du Sud de la poussée communiste menée par Ho Chi Minh et Syngman Rhee. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer à la suite? Les États-Unis d'Amérique vont gagner donc de la poussée communiste de Ho Chi Minh, mais finalement il y aura la victoire finale de Ho Chi Minh et la réunification du Vietnam au sein du communisme. Maintenant, il y a la participation des deux grands dans les relations israélo-arabes. Guerre de 1967, c'est la guerre des 6 jours. Guerre de 1973 aussi, c'est la guerre de Kippour. Dans toutes ces deux guerres, les États-Unis d'Amérique et l'URSS vont tout simplement participer à la guerre. Et nous sommes dans le rapprochement. C'est ce qu'on appelle donc des erreurs ou bien des faiblesses ou bien tout simplement donc des difficultés liées à cette période. Donc, je vous remercie encore une fois. Prochainement, on va revenir sur la troisième étape concernant la guerre froide qui est la guerre fraîche. Merci beaucoup. Les États-Unis d'Amérique vont soutenir